Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo très perso. Je suis un peu stressée d'ailleurs à l'idée de la tourner parce que je vais revenir sur tout mon parcours dans la rédaction web, sachant que je suis rédactrice depuis 2016. Voilà, je suis clairement un dinosaure de la rédaction web et je vais revenir point par point pour vous expliquer comment je me suis lancée, qu'est-ce qui a fait que mon activité a marché et vous apporter des conseils pour votre propre activité pour vous aider à vous développer tout simplement. Donc pour rappel, moi c'est Fanny, je suis rédactrice depuis un peu plus de 8 ans, enfin, depuis 2016 quoi. Donc je fais partie de ces vieux rédacteurs et je ne suis plus freelance. Aujourd'hui je suis coach business pour les rédacteurs et voilà, je vous aide à mettre en place des stratégies business. Je vous transmets toutes les compétences que j'ai en vente, en marketing, en communication, en gestion pour trouver des clients, mettre en place des systèmes d'acquisition et développer votre activité et en vivre confortablement. Voilà. De ce que j'observe, tout le monde aujourd'hui se lance en ayant fait une formation métier à la rédaction web, même si c'est pour la plupart toujours la même qui revient. Moi, à mon époque, il n'y avait pas de formation à la rédaction web, ça n'existait pas. Voilà, je me suis lancée sans rien. Alors, sans rien, j'exagère un petit peu. J'ai un parcours dans mes études supérieures où j'ai appris en fait à créer et gérer une entreprise. J'ai pas du tout appris le marketing digital, tout ça. Ça a commencé à peine à l'époque à venir dans le cursus des écoles supérieures, mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a carrément des écoles dédiées au marketing digital. Il y a des élèves qui sortent, ils sont diplômés en SEO. À mon époque, ça n'existait pas. Voilà, on avait à peine des cours parce que ça commençait à prendre de l'ampleur, mais voilà, ça n'existait pas. Donc faut savoir que moi, quand je suis arrivée en études supérieures, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais avoir mon entreprise. Je viens d'une famille d'entrepreneurs. Mes parents avaient une société, mes grands-parents avaient un bar, après ils ont eu un hôtel routier. Mon frère a été freelance pendant des années. Mon oncle avait son agence immobilière. Bref, j'ai grandi dans un contexte où en fait c'était soit tu travaillais dans une entreprise, soit tu crées ton propre job. Et pour moi, c'était pas du tout hypothétique de pouvoir gagner sa vie en créant son entreprise, quoi. Du coup, j'avais pas d'idée. Oui, je veux créer une boîte, mais pour faire quoi? Donc, je me suis dit, écoute, quitte à prolonger les études, fais des diplômes qui te serviront le jour où tu auras ton entreprise. Le seul truc que j'avais pas anticipé, c'était le marketing digital. Voilà. Parce que je savais pas que j'allais faire une entreprise dans le digital à la base. Je savais même pas ce que c'était le référencement. Du coup, pendant mon parcours scolaire, j'ai décidé de faire la moitié en alternance parce que voilà, je voulais travailler, je voulais des sous. Donc, j'ai bossé. Et dans une de mes alternances, c'est comme ça que j'ai découvert le digital. J'ai bossé dans une start-up qui faisait des jeux comme Candy Crush. C'était un des concurrents de Kings.com, il me semble que ça s'appelle comme ça, la société qui édite Candy Crush. Je suis en train d'oublier parce que c'était il y a quand même une bonne dizaine d'années cette histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le digital. J'ai continué mes études, donc ça j'étais en bachelor. J'ai fait d'abord un BTS en gestion et ensuite j'ai fait ce bachelor en commerce marketing où j'ai travaillé dans cette fameuse start-up. Alors ensuite, j'ai continué en école de commerce et là, cette fois-ci, j'ai voyagé. Avec une idée en tête, c'était d'aller trouver une idée pour avoir ma start-up. Parce que du coup, j'avais découvert cet univers, ça m'avait plu et j'étais là, ah mais c'est trop cool de pouvoir lever 500 000 euros, etc. Je veux trop faire ça. Bref, je suis partie en études aux États-Unis dans un parcours dédié à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprises. Et ça, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu cette vision de l'entrepreneuriat qu'ont les Américains et qui est vraiment différente de la nôtre. En France, quand tu dis que tu veux monter ta boîte, de suite, on va te casser ton délire. On va te dire, mais est-ce que t'as pensé à ça? Et si ça marche pas? Et si ça là? Alors que faut savoir qu'en France, on a beaucoup plus de sécurité de par le système français qu'aux États-Unis. Alors aussi, ce système fait qu'en France, on va beaucoup moins s'enrichir qu'aux États-Unis. Mais aux États-Unis, quand ça se casse la gueule, ça se casse vraiment la gueule. Alors qu'en France, avec le système qu'on a, avec le RSA, les aides, etc., la chute est vachement moins violente. Mais du coup, voilà, en France, on est vachement frileux quant à la création d'entreprise, alors qu'aux États-Unis, quand tu dis ah j'ai une idée, on va directement te dire vas-y, tente. Et aussi, on va attendre que tu te plantes plusieurs fois avant de te dire allez, maintenant que tu t'es assez planté, je vais te filer de la thune et on va faire quelque chose. Alors qu'en France, si tu te plantes, c'est fini pour toi, quoi. C'est la méga honte et même toi, tu vas plus jamais oser relancer un projet ou quoi. Enfin bref, ça va être très compliqué pour toi. Alors qu'aux États-Unis, en fait,
on estime que ça fait partie du process. Donc j'ai eu beaucoup de chance de bénéficier de cette mentalité-là et de découvrir ça par mes études. Ensuite, je suis partie au Pérou, où là, je me suis dit, ouais, terre des Incas, je vais trouver une idée. Et effectivement, j'ai eu une idée de spa que j'aurais appelé terre de je sais plus quoi, avec des produits importés du Pérou, des herbes ancestrales. Bon bref, je n'ai pas creusé cette idée. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et puis en fait, c'est en rentrant de mes études où j'ai eu mon idée de business. Enfin, après tout ce temps à la chercher, je l'ai eu. Et en fait, je l'ai eu parce que donc du coup, moi, je suis cavalière. J'avais pas touché à mes affaires pendant quasiment une année puisque j'ai voyagé. Et quand je suis revenue à mon club, que j'ai retrouvé ma jument, que j'ai retrouvé mes affaires, tout ça, tout était en mauvais état. Bref, j'ai dû refaire toutes mes affaires, les bottes, la selle, etc. Et c'était un sacré budget. Du coup, j'ai tout racheté d'occasion. Et à cette époque-là aussi, Vinted commençait à prendre pas mal d'ampleur. Et du coup, je m'étais dit, pourquoi pas créer un Vinted, mais pour les affaires d'équitation. J'ai lancé cette idée, j'ai trouvé un associé, quelqu'un qui était à l'école avec moi. On a tous les deux investi une certaine somme d'argent et on a lancé le projet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai atterri vraiment dans le digital. Je ne savais même pas ce que c'était le référencement naturel à l'époque. Et c'est en lançant ce projet où j'ai fait pas mal d'erreurs, dont notamment par rapport au SEO, où j'ai découvert ces sujets. Et donc du coup, on a fait créer la plateforme. C'est mon ancien patron des jeux type Candy Crush qui a développé tout ça. Et c'est là où après coup, une fois la plateforme en ligne, on s'est dit mais merde, quand on tape selle, équitation, occasion, on ne ressort pas dans les moteurs de recherche. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le SEO. Et comme le site, en fait, là aussi, grosse erreur, on l'avait fait développer de A à Z par des devs, et en fait, on n'avait pas du tout la main sur le site. Aujourd'hui, je pense qu'on aurait des solutions avec WordPress, etc., où on aurait pu faire un site où au moins où on pouvait modifier nous-mêmes des choses. À l'époque, voilà, par manque de connaissances, et puis c'était aussi moins commun de lancer ce type de plateforme, il y avait pas de solution vraiment clé en main. On était bloqué par ça et la seule chose que je pouvais faire, c'était créer un blog et faire des articles pour me référencer de manière un peu détournée sur tous les sujets autour du matériel d'équitation. C'est comme ça que j'ai découvert la rédaction web. En parallèle, j'avais aussi pris une formation que j'avais payée de mes propres deniers. C'était 700 € et c'était une sacrée somme pour moi à l'époque. J'avais pris une formation marketing digital chez Live Mentor. C'était une formation sur le marketing mais au sens large, et en fait le module sur le SEO qui était le module qu'il me fallait vraiment parce que moi je voulais apprendre le SEO, il était vraiment minime, mais le peu qu'il y avait, j'avais pu bidouiller sur mon blog et j'avais pu mettre des choses en place, et très rapidement j'ai eu les premiers résultats. En un mois, mon blog il était passé de 50 visites à plus de 1000 visites mensuelles, et c'est là où je me suis dit je tiens peut-être quelque chose. Et à cette époque-là aussi, je travaillais dans le même bureau que mon frère, qui était une pièce d'été que ma grand-mère avait, qu'on avait réaménagé en bureau. Je voyais mon frère qui travaillait en freelance à côté, donc lui, il était graphiste à cette époque-là, et je le voyais avoir plein de demandes, tout ça, et donc je m'étais dit, pourquoi pas devenir freelance à côté, et pourquoi pas proposer de la rédaction web à mes clients. Donc c'est comme ça que j'ai lancé mon activité, qui au début était vraiment une activité pour mettre du beurre dans les épinards, parce que avec notre plateforme sur la vente de matériel d'équitation, on se rémunérait pas, et en 2 ans, on a dû faire 500 € de chiffre d'affaires. C'est comme ça que j'ai lancé mon activité. Il faut savoir que à l'époque, il y avait la plateforme Malt qui ne s'appelait pas Malt, qui s'appelait Upwork. Le logo, c'était un petit kangourou, je m'en souviens. Là, on était vraiment en sortie d'école. Je crois que je l'ai pas précisé, mais j'étais encore en stage de fin d'études pour le projet d'Equiswap, donc la plateforme sur le matériel d'équitation. Donc on était vraiment en sortie d'école. Ça, j'ai lancé Equiswap pendant l'hiver, et l'été suivant, j'ai lancé mon activité parallèle dans la rédaction web. À ce moment-là, donc j'avais un copain qui était dans son premier job et qui était recruteur dans une SS2I, enfin chasseur de tête. Il recrutait tous ses ingénieurs sur Upwork. Et c'est lui qui m'avait dit pourquoi tu te mets pas sur Upwork. Donc le lendemain, j'avais créé mon profil et j'avais eu mon premier client comme ça, sachant que j'avais même pas encore créé ma micro-entreprise. Donc ça allait super vite en fait pour moi. Pendant 2 ans, ça a été une activité, voire même 3 ans, une activité que j'ai eue à temps partiel, parce que moi mon but c'était vraiment de faire vivre ma start-up. En plus j'avais investi de l'argent dedans, donc je voulais pas lâcher l'affaire, et je faisais vraiment les contrats de
de freelance, peut-être 2 voire 3 jours grand max par semaine. Sauf qu'il y a un moment où, faut être réaliste. La freelance, j'avais aucun mal à trouver des clients. J'avais, des missions qui tombaient, régulièrement sur Malte. Puis surtout, il y avait un des clients que j'avais rencontré grâce à Malte qui était devenu un client régulier. Donc, tous les jeudis, je bossais pour lui et du coup, à un moment donné, on a un peu rattrapé par les besoins financiers et je m'étais dit: si déjà, à mi-temps, je me fais plus qu'un SMIC, si je me mets à fond, et que je cherche vraiment des clients, en fait, je vais avoir un quotidien, confortable, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter mon premier projet et en courant 2018, je me suis mise à fond, sur, la freelance, et surtout à temps plein. Si je dis pas de bêtises, le premier palier pour moi, à passer, c'était le seuil de TVA. Quand on est en micro-entreprise, en profession libérale, le seuil, il est fixé à 36 000 € de chiffre d'affaires et je sais qu'il y a plein de freelance qui ont peur de passer le seuil parce que la légende urbaine dit que c'est compliqué de gérer la TVA. C'est pas du tout compliqué. C'est même rien à mettre en place. J'ai vu plein de conneries circuler à ce sujet. Et moi, honnêtement, ça a toujours été mon objectif de passer ce seuil parce que ça voulait dire que je faisais plus de 36 000 € de chiffre d'affaires et que c'était trop bien, quoi. Donc moi, j'ai toujours eu comme objectif de passer ce seuil de TVA et j'ai réussi à le passer en 2019 et je peux vous assurer que c'est rien à mettre en place. Vous l'avez déjà, en fait, votre numéro de TVA. Faut juste demander aux impôts de vous le fournir. Et il y a même des sites comme société.com où vous pouvez déjà l'avoir. Voilà, c'est vraiment pas grand-chose à mettre en place. Donc si vous stressez à cause de ça, déstressez-vous. Au contraire, moi, je vous incite à avoir ça en objectif, passer le seuil et être à la TVA. Donc en 2019, je passe le seuil et là, je me dis cool, j'ai réussi à faire ça. Voilà, je me dis vas-y, challenge-toi et va jusqu'au bout du truc, quoi. En 2020, il y a le Covid et on a pas mal d'aides pour recruter des apprentis. Moi, j'avais déjà eu une stagiaire que j'avais pris pour Equiswap parce qu'il faut savoir que ce blog, alors je vous en ai parlé au début de la vidéo, mais il faut savoir que ce blog, j'ai continué plus ou moins à le gérer et en fait, ça m'a fait une très belle vitrine parce que au bout de 3-4 ans, le blog, il était à 200 000 visiteurs annuels. Quand vous vendez de la rédaction web et optimisé pour le SEO et que vous avez déjà un blog où il y a plus de 200 000 visites à l'année, ça vous fait une belle carte de visite. Donc je m'étais dit, il faut que j'entretienne ce truc quand même assez régulièrement parce qu'à chaque fois que j'en parlais, je voyais que j'arrivais à convertir. Ça m'a aussi amené pas mal de clients dans le domaine équestre ou alors des clients qui étaient cavaliers et qui du coup, je sais pas, il y a une connexion qui s'est fait entre nous. Très vite, j'ai compris que ce truc, il fallait pas que je l'abandonne totalement et que malgré tout, ça pouvait me rapporter des choses. Donc, j'avais pris en 2019 une stagiaire pour entretenir les articles et en 2020, j'avais bien aimé l'expérience et je m'étais dit, pourquoi pas avec les aides, prendre une apprentie, la mettre là-dessus et aussi, moi, pouvoir me libérer parce que j'avais déjà l'envie de lancer une formation à ce moment-là. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. En fait, j'ai carrément été happée par les demandes que je recevais et jusqu'en 2023, on a énormément travaillé, sachant que j'ai fait 0 prospection et aussi le fait d'avoir recruté cet apprenti, ça m'a poussée à mettre en place des stratégies business pour sécuriser mes revenus quoi qu'il arrive, parce que OK, j'avais les aides de l'État tout ça, mais quand bien même à la fin il fallait quand même la payer un SMIC. Les aides c'était que à hauteur de 600 €, donc il fallait que je la paye et il fallait que je me paye moi et il fallait que ce soit assuré tous les mois. Donc il a fallu que je mette vraiment en place des systèmes et surtout il a fallu que je structure mon activité pour quoi qu'il arrive avoir des demandes et quoi qu'il arrive avoir des factures et de l'argent qui rentre, quoi. Donc ça a été hyper intéressant pour moi parce que c'est à cette époque-là, je pense, où j'ai vraiment réalisé, même si je le savais un petit peu déjà dans le fond, que j'avais une entreprise et que mon rôle c'était aujourd'hui de la faire grandir. Et j'ai vraiment adoré cette expérience. J'ai eu énormément de chance parce que l'apprenti que j'ai eu, c'est vraiment une personne extraordinaire avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs. Donc on a bossé comme ça pendant 3 ans à fond et en fait on arrivait à un point en fin 2022 où là on avait fait 60 000 € de CA mais vraiment sans forcer et 60 000 € facturés sur l'année, donc c'était même pas en comptant les contrats qui étaient vendus pour l'année d'après parce que bien sûr moi j'ai toujours eu au moins 6 mois d'avance à cette époque-là sur mes chiffres d'affaires et sur les affaires que je rentrais, etc. Puisque je vous ai dit, j'avais pas le choix, j'avais quelqu'un à payer, donc fallait mettre ça en place. Et en fait, fin 2022, il y a une question
qui s'est posée de qu'est-ce qu'on fait quoi. Étant donné qu'on recevait trop de boulot pour nous deux, enfin, j'avais déjà commencé à sous-traiter et en fait on était vraiment sur un modèle de rédac pur où on prenait des gros volumes de commandes et une partie stratégie où j'accompagnais pendant 4 mois des clients à mettre en place leur stratégie autour des cocons sémantiques sur leur site. Donc là, on vendait aussi de la stratégie SEO. Et en fait, on devait produire une 50aine de contenus par mois. Et à deux, c'était pas possible. Donc j'avais commencé à sous-traiter. Et c'est là où on s'est dit, bah vas-y, go, on passe en mode agence. Et donc du coup, pour ça, comme je commençais à sous-traiter, bah j'ai dû passer en société. Le problème, c'est que ce que j'avais pas anticipé, donc déjà, il y a eu les IA qui sont arrivées fin 2022. Et je vais pas vous mentir, ça a mis un gros frein dans les demandes qu'on recevait. D'ailleurs, j'en parle dans cette vidéo. Donc ça, c'était un truc que j'avais pas anticipé premièrement. Deuxièmement, j'ai fait l'erreur de ne fonctionner que en demande entrante et de ne rien avoir mis d'autres en place. C'est-à-dire que j'avais pas le contrôle sur les demandes que je recevais. Donc j'avais mon site qui était très bien référencé, j'avais mon réseau aussi qui fonctionnait parce que voilà, j'étais la référente SEO dans mon réseau. Donc mon réseau m'envoyait des demandes régulièrement, mais c'était pas des choses vraiment que je pouvais contrôler quoi. Et en 2023, je me suis pas trop préoccupée de mon référencement alors que c'était un de mes premiers leviers. J'ai perdu quelques places dans Google. Il y a eu les IA. Mon profil Malte aussi a été moins bien référencé parce que je l'ai pas tenu. En fait, je me suis vraiment reposée sur mes lauriers. Quand je m'écoute parler, je me suis reposée sur mes lauriers, mais parce que je pense que secrètement, je commençais déjà à être lassée de la rédac. Et moi, ce qui me plaisait, en fait, c'était de gérer mon entreprise. Et je pense que inconsciemment, si j'avais pas tenu tout ça à jour, c'est parce que en fait, j'avais déjà au fond de moi la sensation que je commençais à faire le tour de ce que j'avais fait. Et aussi, ce que j'ai pas du tout aimé sur les projets que j'ai eu en mode agence, c'est que je me suis très vite retrouvée au milieu de tout le monde, au milieu des prestataires. Alors quand c'était mon apprenti qui rédigeait, il y avait pas de problème parce que voilà, on avait l'habitude de travailler ensemble. Elle savait ce qu'elle avait à faire, elle était autonome, elle était même force de proposition, elle savait comment moi je travaillais, les attentes que j'avais, tout ça. Elle connaissait mes techniques par cœur aussi pour référencer les textes, tout ça, parce qu'en plus, on procurait des beaux résultats à nos clients, quoi. Mais par contre, dès lors qu'on a commencé à bosser avec des rédactrices, alors il y en avait qui étaient super, mais il y en avait qui n'étaient pas du tout autonomes. Et d'ailleurs, j'ai été un peu choquée de voir le manque de professionnalisme que pouvaient avoir certaines personnes. Du genre, t'es rédactrice et il n'y a même pas la même police d'écriture dans le fichier Word. Enfin, ça, c'est des genres de détails où moi, je vous jure, ça me sidère, quoi. Donc, il y a eu ces genres de détails à gérer. Après, j'avais mis des briefs en place, mais des briefs ultra détaillés où j'étais obligée de préciser des choses qui, pour moi, ça coulait de sens, quoi. Mais bon, bref. Et ensuite, il fallait gérer le client. Donc, le truc, c'est que les clients, ils sont pas tous réactifs. Et le problème, c'est que la rédac, toi, tu l'as dispo de telle date à telle date, elle a d'autres clients, elle a d'autres demandes. Donc, si tu veux pouvoir facturer à la date que tu avais prévue, donc avant la fin du mois, pour percevoir l'argent dans le délai parfait pour pouvoir payer tes charges, tu es obligé de livrer les textes à telle date. Sauf que parfois, les clients, ils fournissaient pas forcément les infos. Donc, on pouvait pas livrer en temps et en heure. Donc, il fallait bouger tout le monde. C'était fatigant. Voilà, j'ai pas du tout aimé l'expérience. Et aussi, je pense qu'au fond de moi, j'avais très envie de faire du coaching, sachant que j'étais déjà mentor donc chez Live Mentor depuis 2 ans, je crois. J'accompagnais une vingtaine d'entrepreneurs par mois et ça me plaisait énormément, mais j'avais la trouille de me lancer toute seule. En 2023, j'ai un peu eu une douche froide par rapport au projet Je lance l'agence, surtout que quand on quitte le statut de la micro-entreprise, qu'on passe en entreprise, ça devient beaucoup plus compliqué. On ne mesure pas la chance qu'on a en France d'avoir ce modèle-là pour lancer les gens dans l'entrepreneuriat. Parce que dès qu'on passe en entreprise où là, tu passes de 26% à 40% d'URSSAF à reverser, la TVA, le ci, le là, honnêtement, faut faire du chiffre et c'est pas facile, surtout quand on n'anticipe pas. Moi, je pense que le passage en société, il était trop prématuré. J'étais pas encore assez sûre de mon business model. J'avais pas anticipé les IA, j'avais pas anticipé mes systèmes d'acquisition, j'avais pas le système adéquat pour survivre et vivre en agence. C'était très adéquat en freelance, mais pas
en agence et surtout j'avais pas anticipé une rupture amoureuse qui m'a remis en cause, toute mon existence et qui surtout m'a fait me rendre compte que, j'avais tendance à me contenter de ce que j'avais et que je n'allais jamais vraiment chercher ce que je voulais vraiment. Ben, moi, ce que je voulais vraiment faire, c'était le coaching et si je le faisais pas, c'est parce que je me chiais dessus. Voilà. Donc en 2024, je suis repartie dans des formations et plus précisément des coachings pour, m'aider à me préparer, à me lancer, à faire la bascule et donc en 2024, voilà, j'ai commencé à tester des choses, à me lancer dans le coaching et fin 2024, j'ai lancé, coaching de groupe pour les rédacteurs en bêta test et en 2025, mon activité, elle était, 100 dédiée au coaching, business et j'ai créé mon programme Rédac Business. Donc voilà pour, mon parcours. Si je dois revenir, sur, quelques conseils et les grandes choses que j'ai appris, c'est que vraiment rédacteur web, égale chef d'entreprise. C'est vraiment le message que j'essaye de propager au maximum sur, tous mes réseaux, mes newsletters et cetera. Parce que c'est vrai les gars, en étant freelance, on a un numéro de SIRET et en ayant un numéro de SIRET, ça fait de nous des chefs d'entreprise et du coup, en étant chef d'entreprise, ça veut dire qu'on a des obligations envers notre entreprise qui est, de la faire tourner, de mettre en place des systèmes et cetera et ça, c'est quelque chose que jusqu'en 2020, j'avais pas trop conscience et j'ai été obligée d'en prendre conscience, avec, le recrutement de mon apprenti et en 2023, je me le suis vraiment repris de plein fouet dans la tronche, quand je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas, fait ce qu'il fallait pour, vraiment basculer en agence. D'un côté, tant mieux parce qu'aujourd'hui, je préfère mon activité de coaching. C'est une activité dans laquelle je m'épanouis beaucoup plus et dans laquelle je me sens vachement plus utile qu'en agence où franchement les clients, les prestats et tout, j'étais au milieu de tout le monde et ça me gonflait. Mais, mais voilà, chef d'entreprise, c'est, mettre en place des systèmes pour atteindre nos objectifs et faire ce qu'il faut, quoi. C'est ça être chef d'entreprise, c'est se préoccuper de la rentabilité, se préoccuper de la stratégie business, se préoccuper de la stratégie marketing, se préoccuper du pilotage de la boîte, voir ce qui marche pas et pourquoi. Et ça, c'est vraiment mon deuxième conseil, ce que je retiens de tout mon parcours et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai bien fait, c'est que j'ai toujours été dans l'analyse de ce que je faisais et j'ai toujours été dans l'analyse de ce qui fonctionnait et de ce qui ne fonctionnait pas. Et j'ai toujours cherché à comprendre, ok, pourquoi là ça a foiré. Et je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus aidé à progresser et à avoir des résultats, même si j'ai peut-être été plus lente que certains. Mais par contre, quand c'est venu, ça a été beaucoup plus solide que certains parce que je connais plein de rédacteurs freelance à succès en 2016, 2018, etc., qui faisaient du CA, qui prenaient tous les clients et tout, et qui aujourd'hui sont salariés, ont quitté le monde de l'entrepreneuriat parce qu'ils n'ont pas réussi à rendre leur activité stable, alors que moi à l'époque je faisais peut-être moins de chiffres, j'étais moins connue, j'avais moins de clients, mais des années après je suis toujours là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut viser, je pense, c'est pas le sprint mais plutôt le marathon. Dernier conseil et le dernier truc que je retiens, c'est que développer une boîte, ça prend du temps. J'aimerais un peu démystifier la croyance qu'en 3 mois, on peut remplacer son ancien salaire et tout, c'est faux. C'est totalement faux, sauf si vous démarrez dans certaines conditions. Les conditions qui sont que vous avez un réseau de fou, ou alors vous avez votre ancien patron directement en tant que client, ou vous avez la boîte de votre conjoint qui vous prend en client ou je sais pas quoi. Bref, vous démarrez déjà en ayant un client. Ça, c'est pas le cas de tout le monde, c'est même le cas de quasiment personne. Ça arrive, hein, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. Donc, ne croyez pas qu'en 3 mois ou en 6 mois, on peut remplacer son ancien salaire. Alors oui, c'est possible, mais ça prend du temps. Et je pense que ce qui va vous aider à en gagner, c'est justement de vous faire accompagner. Et je le vois encore aujourd'hui, j'ai lu sur LinkedIn un rédacteur qui en 1 an a réussi à remplacer son ancien salaire et même plus. Et en fait, le mec, quand on regarde son post LinkedIn et qu'il revient sur les grands trucs qui lui ont fait passer des caps, à chaque fois, il s'est fait accompagner, il a fait plusieurs accompagnements et sur les 12 mois de l'année, il y a au moins 6 mois où il était dans un programme ou dans un bootcamp ou avec une formation en ligne. Donc, voilà, donnez-vous du temps et surtout, formez-vous. Voilà pour cette vidéo plutôt longue sur mon parcours. J'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a rassuré sur certains points et que ça vous a inspiré sur d'autres. Si vous voulez des conseils business de manière hebdomadaire, vous savez que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la description.
C'est totalement gratuit et j'envoie entre 1 à 2 mails par semaine avec des conseils, des retours d'expérience, des réflexions du moment sur le business et la rédaction web. Sur ce, je vous invite à aller voir les autres contenus de la chaîne ou à aller me suivre sur LinkedIn, Instagram, bref, où vous voulez. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!